Donc dans un premier temps, ce que je voulais, c'est faire un petit peu d'histoire. J'aime bien l'histoire, en fait. Et donc je voulais faire un petit peu d'histoire sur ce projet, en fait. Mais avant l'histoire, je voulais apporter ma contribution sur le comment gagner en voile, en sachant que j'y connais pas grand-chose. Mais c'est pas grave, on m'a donné l'occasion de parler, j'en parle. En fait, ce que je me disais en voile, c'est que c'était un sport de gagne petit. Pourquoi c'est un sport de gagne petit? C'est qu'en fait, les différences, elles sont vraiment infimes. Et donc, il faut gagner, mais par petits morceaux. Il faut tirer le bon bord, il faut être performant sur le virement, etc., etc., etc. Et donc, pour arriver à être plus performant qu'un autre, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qui a été fait notamment à l'école depuis un certain nombre d'années. C'est faire une analyse de pratique, des analyses de pratique qui mettent en avant en fait, le fonctionnement de l'athlète. C'était Jean-Yves qui nous disait qu'en fait, c'est l'athlète qui fait tout. Donc, ben voilà, on essaye de comprendre. L'entraîneur va essayer de comprendre comment l'athlète fonctionne, mais l'athlète aussi va essayer de comprendre comment lui fonctionne. Toujours au service de la performance. Donc, il y a eu des analyses de pratique, il y a eu une dynamique en fait, d'analyse de pratique autour du fonctionnement de l'athlète, autour du fonctionnement de l'entraîneur, mais aussi autour du fonctionnement du couple entraîneur-athlète. Alors, je ne sais pas si je dis des bêtises, Jacques, hein, tu me diras tout à l'heure. Donc, je vais faire par contre une histoire des besoins. Et l'idée, c'est de dire que, en fait, ce que les athlètes ont demandé ou ce que les entraîneurs ont demandé, c'est que les chercheurs ou les autres entraîneurs soient vraiment orientés sur des objectifs en fonction des besoins des coureurs. Alors, et donc, premier objectif, c'est répondre aux besoins des coureurs, et notamment en leur proposant des outils d'analyse, d'objectivation, de contrôle, de retour d'information, etc. Les deuxièmes besoins à assouvir, c'était chercher à accompagner le travail des entraîneurs en essayant d'expliciter leurs besoins et notamment en fait leur permettre, alors ça c'est Jean-Jacques qui va développer tout ça, c'est leur permettre en fait de se recentrer sur ce qui fait l'essentiel de leur travail, c'est cette activité d'entraîneur en leur permettant de se détacher de certaines tâches. Alors ça a été notamment un travail de développement de Polyashkin sur la possibilité qu'ont les entraîneurs d'avoir le vent en réel sur leur bateau. Ça veut dire s'affranchir de tâches comme je m'arrête, je prends ma girouette, je contrôle la direction et voir l'intensité du vent. Donc se décentrer de ces tâches. Ce qui va être présenté cet après-midi, c'est de même nature. C'est-à-dire c'est un kit, c'est une présentation d'un kit main libre. Alors le kit main libre, qu'est-ce que c'est? Alors on a du mal à voir là, hein. C'est assez compliqué. Thierry va nous en dire un petit peu plus, Jean-Jacques aussi. L'idée, c'est que la vidéo, elle a toujours été considérée comme un outil central au service des athlètes et des entraîneurs. Le problème, c'est que c'est une mise en place qui est hyper compliquée, c'est très lourd. Et donc, pour éviter cette lourdeur, ben, c'est chercher en fait à la simplifier au maximum. On a vu tout à l'heure un premier kit main libre qui était développé par Jacques et Polo. L'idée, c'est de dire, au lieu de tenir ma caméra et puis tenter de filmer, ça voulait dire un traitement de l'information compliqué. On va se détacher, on laisse la caméra tourner et on aura en fait après un certain nombre d'informations. L'histoire du développement, c'est ben, déjà d'avoir des photos
Ensuite, ça a été d'utiliser la vidéo. On a vu tout à l'heure des photos prises par des cerfs-volants qui permettaient d'objectiver certaines infos qui étaient traitées par les coureurs et les athlètes. La suite, ça a été des moyens audio embarqués, comme on a vu avec la perche, là. Et puis en dernier, donc c'est le kit main libre que va nous présenter Jean-Jacques Thierry. Et il y aura en fait un retour, enfin pas critique, mais un retour par rapport à ce qui était présenté par Pierre. Donc à toi Jean-Jacques ou à toi Thierry, comme tu veux. Jean-Jacques. Bonjour à tous. Donc je reviens rapidement sur ce qu'a dit Michel. L'image, elle est omniprésente. En tout cas, moi, depuis que je suis entraîneur, j'ai toujours fait de la vidéo. On a toujours essayé d'analyser la vidéo, etc., etc. Et là-dessus, en tout cas, depuis tout le temps, l'École nationale de voile, par son service recherche, a toujours été un peu en avance. Avec, à mon avis, un premier passage quand on a commencé à enregistrer l'activité à bord et à avoir et l'image et le son, parce que l'enregistrement de l'activité à bord, ça a toujours aussi été, ça a toujours fait partie d'une interrogation de l'entraîneur. Donc tout ça pour dire que en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, au regard des outils qui sont mis sur le marché, je n'étais pas nécessairement satisfait de ce qu'on me proposait, que le caméscope étanche, oui, il est là, oui, c'est pas mal, mais en même temps, on ne peut pas zoomer. En même temps, à chaque fois qu'on le prend, c'est à un moment donné, on n'est plus en train d'entraîner, mais on est en train de filmer. La présence de quelqu'un à bord, comme l'équipe de France le propose avec Lionel Cotin, qui va filmer les moments que tu souhaites, il n'est pas là tout le temps. Alors que l'événement qui nous paraît à un moment donné intéressant est en train de se produire. Et quand on entraîne, alors sur l'Olympiade qui est passée, sur Londres, j'ai eu la chance d'entraîner un équipage en star. Je ne connaissais pas le bateau, donc c'est vrai que pour m'approprier le bateau, il fallait que je sois très concentré, et en même temps, il fallait que j'ai des outils permettant de restituer ce que je pouvais voir à l'équipage. Et c'est vrai qu'ils étaient demandeurs, de mon point de vue, demandeurs de vidéos, demandeurs de photos, sauf qu'à chaque fois que moi j'avais un moment qui me paraissait intéressant, j'étais obligé de quitter l'objet des yeux pour aller prendre mon caméscope, pour aller prendre l'appareil photo, de le sortir, de l'allumer, même s'il était en veille, hop, je faisais la photo, je faisais ma vidéo. Et donc, voilà. Donc déjà, j'étais pas satisfait pour ça. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, on partait sur des séances qui étaient très longues, vu qu'on était, je pense, la plus courte des séances a peut-être duré 3 heures. Sinon, c'était fréquent de se retrouver 5 heures de suite sur l'eau. C'était des coureurs de très bon niveau, donc ils avaient une grande capacité à revenir sur ce qu'ils avaient fait. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait beaucoup de pertes en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on s'arrêtait, on faisait des essais de voile, des essais de vitesse, donc tu es là, hop, tu arrêtes, tu discutes un peu. Et malheureusement, on n'était pas en mesure, on ne réussissait pas à le faire, à transmettre l'image ou la séquence en direct à l'équipage pour que globalement, ils puissent aussi voir ce que je vois. Et parce que c'est bon, voilà. Ah non, il y a peut-être tout le monde ne fait pas de la voile. Donc la particularité en voile, c'est que l'équipage, lui, a une vision, l'entraîneur en a une autre. Et l'équipage, il n'a absolument pas la vision de l'entraîneur. Par contre, ils ont besoin de notre vision pour pouvoir comprendre comment les voiles sont réglées, etc.
Donc voilà, donc il y a cet aller-retour qui est permanent et moi j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de pertes en ligne. Donc dans la discussion avec mon entourage, etc., on a commencé à imaginer ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, qui s'appelle le kit main libre, avec un certain nombre d'opportunités qui se sont créées, entre autres avec l'association avec l'Université de Bretagne Sud, qui est rentrée dans le projet, et l'école d'ingénieurs qui est basée sur Lorient. Il y a eu l'École nationale de voile qui a trouvé le projet intéressant pour l'accompagner. Et après, c'est la définition d'un cahier des charges et nécessairement un temps entraîneur qui n'est pas le même temps que le temps pour l'université ou les étudiants et des retards qui sont pris et qui fait que quelque chose qui pour moi aurait dû être fait en 2012, on se retrouve en mars 2013 avec l'outil en pièces détachées, mais qui est vraiment très très proche de fonctionner. Donc aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en mesure de montrer l'image. Par contre, cette réflexion induit plein d'autres choses, et entre autres le fait de modifier le bureau de l'entraîneur, en tout cas son espace de travail, parce que tout d'un coup, la caméra elle va plus être au fond du bateau et sera au-dessus de nous, qu'on va la piloter autrement, qu'il va y avoir un retour sur une tablette, que la tablette c'est quelque chose qui va pouvoir circuler. Donc voilà, c'est plein de petits éléments qui vont venir s'ajouter les uns aux autres et qui va, pour moi, modifier aussi notre façon de travailler en l'enrichissant, je l'espère. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Jean-Jacques. Donc peut-être autour de Thierry. Et donc tu as dit que en fait l'interprétation d'une même situation, c'était pas la même pour le coureur et pour l'entraîneur. Mais j'ai l'impression que pour le chercheur associé, c'est pareil. Donc ce que je vais te demander, c'est un petit exercice peut-être compliqué, c'est formuler, toi, les besoins que tu as perçus chez Jean-Jacques. C'est-à-dire comment tu as compris le besoin qu'avec Jean-Jacques et quelle réponse a été faite par rapport à l'expression de ces besoins. Alors, chez Jean-Jacques, j'ai perçu une grande détresse. donc, on a commencé par faire du social et avant de faire de la technique. Non, mais ça, c'est, je dirais, si on se place d'un point de vue professionnel et vis-à-vis des étudiants qu'on va former à être professionnels là-dessus, c'est Jean-Jacques, je le considère comme un client. Donc, j'écoute le client, il s'exprime avec ses mots à lui, avec ses mots d'entraîneur. Donc, c'est pas toujours nous, il faut qu'on s'adapte aussi à ses mots, on essaye de visualiser les situations, tout ce qui peut y avoir derrière. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer de le traduire en termes techniques. Et ce cahier des charges, ce besoin client, on va le traduire en cahier des charges techniques. Et à ce moment-là, les techniciens, les ingénieurs, ils vont pouvoir travailler dessus. Donc on fait une traduction. Donc par rapport à j'espère que j'ai répondu à peu près à ta question. Par rapport à ce projet-là, nous, ça nous a donné l'opportunité de travailler avec un milieu qui est sympa, qui plaît aux étudiants. C'est sûr que par rapport à Jean-Jacques, forcément, il n'a pu être que déçu, parce que c'est vrai que les étudiants ne travaillent pas du tout au même rythme que le souhaite le client, parce que déjà, ce sont des novices. Déjà, ils ne sont pas à 100% de leur temps sur le projet, sauf au niveau du stage. Donc, et puis surtout, quand on a commencé à définir le cahier des charges et l'expression des besoins et le cahier des charges, c'est vrai qu'on s'est un peu envolé. Tout de suite, c'est un projet moi, qui m'a bien plu, je suis bien rentré dedans et je me suis pris au jeu. Donc on est allé un peu loin, on a beaucoup extrapolé. Et là, on commence à réatterrir, à être beaucoup plus posé sur le projet, ce qui a amené à déjà une troisième version, on va dire, une troisième fabrication qui, elle, on touche au but de la réalisation.
peut-être Jean-Jacques, là, montrer, en fait, on parlait d'étapes. Ça va être quoi l'étape 1? Ça a été quoi, Non, mais c'est quoi le premier résultat, en fait? Première étape. On a dit qu'elle était... Nous, le première étape, c'était d'avoir quelque chose... Attends, je vais peut-être formuler différemment. À partir de quand tu vas pouvoir utiliser cet outil et quels seront... comment ça va marcher, en fait? Dans quelques jours, dans quelques mois, ça va se traduire comment? Alors, on s'est donné rendez-vous lundi 7 avril. Donc le 7 avril, qu'est-ce qui va se passer? 7 avril, normalement, l'ensemble du système devrait être assemblé avec donc un flux vidéo qui va arriver sur une tablette. Voilà, ça c'est ce qu'on attend. Donc c'est basique, ça paraît basique, hein. C'est vrai que c'est beaucoup de choses pour au bout du compte se retrouver avec un caméscope et une tablette déportée. Mais le caméscope est de meilleure qualité, la stabilité sera meilleure, la possibilité de zoomer sera réelle. Donc voilà, le fait d'être sur une tablette, pour moi ce que ça va apporter, c'est le fait de pouvoir arrêter un entraînement et de revenir sur une séquence qu'on a choisie pour... alors après, ça peut être basique en disant un virement de bord, mais par exemple, si je reviens sur l'activité que j'ai eue 2011-2012 avec les stars, ça aurait été de dire, hop, on est en train de faire des essais de voile, et là, regardez les voiles, et de pouvoir donc... sur la tablette, parce que c'est aussi un développement dont on ne parle pas là, c'est le fait de pouvoir, sur la tablette, séquencer en direct. C'est-à-dire que normalement, le flux va passer via le logiciel d'Artfish dont le NV est équipé, et on va pouvoir séquencer et commencer à trier la vidéo de l'entraînement. Donc, deux effets pour moi importants, c'est un, pouvoir sur l'eau défaire la tablette, la montrer, et deux, on a terminé l'entraînement, vu que j'ai séquencé pendant mon entraînement, je peux rapidement faire le débrief sans me retrouver avec 1 heure de film pas trié en disant ah oui, au fait, c'est quel virement de bord que tu veux revoir, c'est quel moment particulier que tu veux revoir, etc., etc. Voilà, donc c'est l'objet. Voilà, ça c'est l'étape 1. Donc rendez-vous le 7 avril est donné. Donc j'espère que nous on est en entraînement avec l'équipe de France de Sonar, donc on va se servir de la série pour faire les premières images. D'accord. Bon, alors la première étape de la table ronde, c'est l'identification de ce projet ou la présentation de ce projet. Et alors peut-être ce que je proposerais, c'est que Pierre, à partir d'un diaporama, tu puisses présenter en fait ce qu'il est possible de voir par ailleurs, hein, présenter quelques outils qui seraient éventuellement susceptibles de répondre à la question qui nous était posée cet après-midi. C'est en fait comment on peut faire pour analyser quasiment en temps réel, quoi. Bonjour, donc ça c'est une très vaste question. En tout cas, ce que je vois sur la table, c'est un travail qui va dans le sens d'une brique technologique indispensable. Et à la vidéo, il y a une dimension effectivement sportive, il y a aussi une dimension de communication importante, quoi. Il suffit de regarder la Volvo Ocean Race par exemple, où aujourd'hui il y a un médiaman qui est un navigant complètement associé à la vidéo. Donc j'imagine que les équipes ne se contentent pas uniquement de regarder les images en termes de communication, mais aussi dans l'analyse de la concurrence. Donc la vidéo aujourd'hui est un point incontournable. Ça, c'est sûr. Et là, je vois que c'est vrai que c'est un développement ambitieux et
important. Ce que je vois sur la table, c'est qu'effectivement, il y a un vrai travail d'ingénierie. On voit de la gyrostabilisation. Et ça, c'est des éléments qu'il faut tout de suite prendre en compte dans le cahier des charges, parce que les bateaux bougent. On est tout le temps dans le bruit. Et autour de la caméra, autour de la vidéo, on va avoir toute une périphérie de capteurs qui vont enrichir le système d'information. Et clairement, aujourd'hui, un système d'information pour les gros bateaux sur lesquels je travaille, on ne peut pas se passer de vidéo. Et par contre, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et des choses qu'on ne voit pas, on essaye de les capter avec d'autres capteurs. Et ce qui est important, je pense, dans un développement comme celui-ci, ça va être peut-être en phase 2, et je pense que vous avez dû certainement l'analyser, c'est surtout de synchroniser l'environnement, c'est-à-dire les capteurs. C'est-à-dire que la vidéo, elle est essentielle. Par contre, elle peut devenir complètement inutile si on n'a pas une synchronisation temporelle des images par rapport à la mesure. C'est vraiment là qu'on va aller chercher les points je dirais que dans la prochaine étape, les points de fonctionnement pour l'entraîneur, ça va être de savoir où il se trouve en référence de temps par rapport à une mesure périphérique. Pour prendre un exemple concret, si je veux savoir quelle tension j'ai dans l'étai au moment où je surborde telle ou telle voile, il faut qu'on puisse s'y retrouver. Ça, c'est vraiment le point important. Parce qu'on a aujourd'hui des systèmes d'information extrêmement puissants qui font qu'on peut vite se noyer dans l'information. Donc la synchronisation des événements est importante, quoi. Et ça va concerner aussi bien la vidéo que tout le système périphérique pour se retrouver positionné géographiquement sur une trajectographie, sur un graphe quelconque de capteur et la vision vidéo. Pour avoir un point de comparaison, alors c'est sur l'hydroptère, on avait instrumenté donc avant le record des 50 nœuds, l'hydroptère il y avait 60 capteurs en ligne et 7 caméras vidéo. Donc 2 caméras en tête de mât, 2 caméras sur les foils et une caméra plan porteur, et puis les autres, je ne sais plus ce que c'était exactement, avec derrière des enjeux de mesure, d'enfoncement de foil. Voilà. Donc c'est déjà on travaillait beaucoup sur le sujet. Sur la coupe de l'América, la vidéo aujourd'hui elle est embarquée à tous les niveaux, sur des boules gyrostabilisées, sur le bateau, et on a vraiment une vision live où on est vraiment capable d'analyser la concurrence, puisqu'on les voit travailler. On voit pratiquement les écrans aussi. Donc voilà. Je peux dire un petit peu sur la vidéo. C'est clair que il va y avoir aussi un travail. Je pense que l'aspect tablette, là, ça c'est un aspect important. L'ergonomie derrière de traitement est vitale. Moi, l'approche que je peux avoir en mesure sur les bateaux, c'est que c'est un environnement extrêmement difficile. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que, à travers vos travaux, c'est que ce qui se faisait sur les gros bateaux, maintenant, se fait sur les bateaux olympiques. Il y a un vrai transfert de techno par les compétences universitaires. Il y a une vraie joint venture de plein de gens compétents pour arriver à du matériel qu'on trouvait sur des hydroptères il y a 5 ou 6 ans et qui aujourd'hui vont débarquer sur les NACRA. Voilà. Ouais, donc, tu parlais de la première étape, donc je pense que j'avais présenté. Après, la deuxième étape, c'est déjà de fiabiliser l'outil. Donc on en parlait tout à l'heure avec Thierry. Mais en même temps, dans la conception de cette version-là, on ne pouvait pas ne pas réfléchir à la suite. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire, voilà, je veux juste de l'image gyrostabilisée avec une tablette en retour. Il fallait nécessairement qu'on se dise, mais est-ce qu'on permet à cet outil-là d'aller plus loin, et dans le plus loin, qu'est-ce qu'on peut associer à tout ça? Donc, c'est sûr que ça phosphore. Hein. C'est pas très dur de phosphorer en réalité. Mais voilà, donc vu que le système, c'est un système réseau avec un système Wi-Fi associé et tout, on imagine pouvoir récupérer le flux venant du bateau que l'on entraîne. Il y a une caméra réseau sur
sur le 4.7. On enregistre ce qu'ils font, leur activité à bord avec son et images, et on le récupère sur le ZOD, et l'entraîneur il a directement ça sur la tablette. Donc les possibles sont larges. Maintenant, il faut que ça reste gérable. Donc c'est pour ça que je disais que ça va transformer de façon importante l'espace de travail de l'entraîneur. Et voilà, donc avant de passer à, si on appelle ça la deuxième, la troisième étape, réussissons la première, réussissons à faire que les entraîneurs s'approprient l'équipement en question. Et une fois que ça sera approprié, installé, comme ça a pu être le cas à un moment donné avec les centrales météo qui ont été mis sur les bateaux entraîneurs, c'est possible qu'au début on dise ouais, et à la fin finalement on est content de l'avoir parce que ça nous enlève ce que tu disais, Michel, ça nous enlève une tâche. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait de m'arrêter, en petite anecdote, mais autour de la mesure du vent, en tant qu'entraîneur, le fait de m'arrêter, de devoir prendre ma girouette, mon compas, mon anémo, ça me fatiguait. Ça m'enlève de la concentration. Et dans le cadre de la préparation des Jeux d'Athènes avec Damien Seguin en 2.4, il me dit ouais, j'aimerais quand même que tu me fournisses plus d'éléments vent, quoi. Et parce que a priori je lui en transmettais pas assez, moi ça me suffisait. Et donc c'est lui qui à un moment donné a été acheté une petite centrale tactique qui n'était pas asservie à un GPS, donc j'étais quand même obligé de m'arrêter pour prendre le vent, etc. Mais j'avais la donnée vent et anémomètre sur mon petit compas tactile devant moi. Et voilà, donc je lui transmettais l'information, il était content. Donc voilà, c'était l'outil de feignant de base que je suis. Et ce qui fait que moi, ça me permettait de rester dans l'accompagnement que je faisais, dans la concentration que j'ai besoin pour pouvoir aider en fin de journée le coureur à débriefer de sa manche. Ou, voilà. Peut-être Polo, je me suis peut-être perdu, quoi. Dire un petit mot sur ce qui a été développé en matière d'accessibilité de vent. Et c'est un outil qui est directement utilisable par l'entraîneur. Dire un tout petit mot là-dessus. Ouais, le projet au départ, il était double. C'était effectivement donner une info à l'entraîneur, mais surtout c'était de récupérer l'info vent de l'entraîneur de manière automatique. Parce que, comme disait Jean-Jacques, avant, c'était des relevés à la main et puis noter sur un cahier. Donc, s'il faut récupérer les cahiers de tout le monde et pour essayer d'avoir une idée de comment était le vent sur le plan d'eau, c'est pas gérable. Donc, il y avait cette double utilité, avoir un système qui enregistre donc pour des traitements derrière par rapport aux différentes modélisations, mais donner aussi un vrai service à l'entraîneur. Donc, à chaque fois, sur l'équipement, dès qu'on touche au bâton entraîneur, il faut avoir cette double logique. Sinon, si c'est que une contrainte pour l'entraîneur pour récupérer de l'information, c'est pas utilisé et donc c'est pas productif. Il faut que l'entraîneur il y trouve un intérêt, lui, au quotidien dans son travail, quoi. Repasser la parole à Thierry. Pareil, avoir un regard critique de ce qui a été fait et dire ce que dès à présent il te semble possible, quoi. Où on en est dans le projet, qu'est-ce qui va être utilisable de manière rapide, faire un petit point sur l'avancement de ce projet. Alors de ton point de vue. Le point d'avancement, ça va être ce que disait Jean-Jacques, ça va être de déjà valider le premier cahier des charges, donc pour répondre aux besoins initiaux de Jean-Jacques. Cette phase-là passée de mon côté, ça va être du côté des entraîneurs d'éprouver le système, de le fatiguer, de voir ses faiblesses. Et à part ça, je dirais sur la phase 2 qui est énoncée par Jean-Jacques tout à l'heure, pour moi la phase 2 elle a un peu commencé.
À savoir qu'avant d'aller vers les besoins de la phase 2 des entraîneurs, bah, avec des étudiants, on commence déjà à déblayer le terrain. On a pensé à faire du traitement d'image. Donc on va mettre typiquement un étudiant dans pas longtemps sur le traitement d'image pour déblayer le terrain, voir ce qu'il est possible de faire, etc. Et suite à cette veille technologique, je rapporte ça aux entraîneurs. Et puis derrière, forcément, ça va apporter des idées, ça va apporter de l'eau au moulin. Et puis ça va conforter ou infirmer des hypothèses qu'on avait faites de travail pour la suite. J'ai quelques questions, certainement parce que je suis néophyte dans la voile. Mais la première chose, c'est quels sont les changements réels que l'entraîneur compte percevoir par rapport à ce qu'il a déjà, en fait. C'est-à-dire, c'est certainement peut-être parce que j'ai mal compris au début, mais quel est mis à part que ça va l'aider dans ses routines à se concentrer sur d'autres aspects, comment il va pouvoir après trier ces 3 heures de film, quelles sont les réelles, quelles avancées il en attend? Pour moi, en tout cas, voilà, moi je le fais avec 2 objectifs. Alors je parle de moi, on est plusieurs, hein, parce que là il manque quelqu'un, il y a Olivier Le Rouge qui travaille à l'École nationale de voile aussi, avec moi, qui travaille aussi plus particulièrement sur la vidéo, donc qui travaille plus particulièrement sur le traitement de l'image et l'enrichissement de l'image et l'analyse qu'on peut faire derrière. Mais donc voilà, mon objectif il est double. Un, c'est pouvoir à certains moments interrompre l'entraînement et amener quelque chose de factuel aux coureurs. Donc ça c'est aujourd'hui, quand moi j'arrête un entraînement pour discuter avec le coureur, c'est une discussion. C'est-à-dire que moi je donne mon point de vue et il va me donner le sien. Donc c'est vrai que dans le cadre d'essais de voile, parce qu'on est sur la préparation d'un événement particulier, etc., et on doit passer pas mal de matériel, même si on fait des photos, même si on essaye d'ordonner au mieux ce qu'on fait, ça n'empêche qu'on travaille beaucoup sur la mémoire, parce qu'on va dire, ah oui, rappelle-toi là, ce moment-là. Alors que le même outil en disant on fait un essai, on arrête. Alors c'est sûr que ça va modifier sa façon d'entraîner, vu qu'il va y avoir l'arrêt. Alors si on travaille à 2 bateaux, qu'est-ce que fait l'autre bateau? Donc c'est sûr qu'il va y avoir nécessairement une modification de l'implication. Donc ça, je ne sais pas comment ça peut être perçu aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est que c'est vrai que quand on a passé 3, 4, 5 heures sur l'eau, qu'on doit faire du débrief, que dans le débrief, toi tu speed pour pouvoir traiter ton image, essayer de séquencer rapidement pour pouvoir amener à la bonne image, en tout cas à la séquence qu'il veut, et s'entendre dire, oui mais moi c'est pas ça, c'est, rappelle-toi, c'est le 3e virement, ou c'est à tel moment de la régate, ou c'est à tel moment de l'entraînement, et toi tu te dis mais non, mais ça me dit rien du tout. Parce que, voilà, donc c'est aussi la possibilité à un moment de mieux séquencer, de mieux organiser, de façon à passer plus de temps ou de temps efficace au débriefing le soir. Voilà, parce que on a des fois des journées un peu à rallonge. Et mon autre question, qui est autant du point de vue de l'entraînement que du point de vue, je vais dire, plus technologique, c'est pourquoi l'athlète ne disposerait-il pas directement de sa propre tablette embarquée en même temps que l'entraîneur? Est-ce que ça apporterait quelque chose pour l'athlète? Pour les essais de voile, par exemple, j'imagine bien que si c'est l'entraîneur qui est à l'extérieur, est-ce que l'athlète ne pourrait pas lui aussi avoir sa tablette et qui dire tiens, là, pour une fois, je clique sur ma tablette et puis on en parlera ce soir au débriefing? J'y avais pas pensé. Non, faut pas déconner quand même. Si l'entraîneur n'a pas la donnée, non, réellement, j'y avais pas pensé. Pourquoi pas? Voilà, maintenant, c'est plus des problèmes d'encombrement, de place, etc. C'est sûr qu'en 4-7,
en Forti. Alors en Star, ça aurait été possible, mais le bateau n'est plus olympique, en tout cas à ce jour. Et ça aurait été possible. Je pense qu'il y a très peu de supports olympiques qui permettraient au coureur d'avoir sa tablette. Mais le fait de pouvoir la passer, c'est aussi de revenir dessus. Il y a nécessairement... Il y a de toute façon des choses à faire en termes d'ergonomie de travail et de développement là-dessus, quoi. Je vais peut-être vous montrer des choses concrètes qu'on a faites sur des projets course au large. Effectivement, de toute façon, aujourd'hui, les clients d'un système comme ça, ils sont l'entraîneur, je pense que c'est un des premiers clients. Sur des gros projets, l'ingénierie, la partie design team est forcément intéressée par les données et les navigants aussi. Donc il y a un panel de clients en face de ce genre d'outils. Et en fait, on arrive à... Je pense que le point gagnant d'un outil comme ça, effectivement, ça va être dans votre phase 2 d'avoir une interface qui vous permette de relire les données, comme je le disais tout à l'heure, en ayant une connaissance temporelle, de savoir où on est, et de ne pas passer 3 heures à faire du post-traitement derrière. Ça, c'est l'enjeu, quoi. Donc aujourd'hui, alors je vais essayer de lancer la présentation. Je ne vais pas passer toute la présentation, je vais aller sur les planches qui concernent directement le... Ça va peut-être donner des idées aussi sur ce qui peut être fait. Voilà, on a ce type d'interface là. Voilà, ça c'est typiquement une instrumentation qui avait été faite chez Franck Camas sur son trimaran. Donc là, on avait posé de la vidéo moins sophistiquée que ce qui est sur la table, hein. Il faut bien le reconnaître. C'était une caméra non gyrostabilisée. Par contre, derrière, une boîte électronique pour traiter l'information, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, la vidéo fait partie du système d'information, mais le système d'information est très, très étendu sur un gros bateau. Là, on voit qu'on a un outil de relecture qui permet d'une part de visualiser la trajectographie, d'une part la vidéo, de rejouer tout ça de manière synchronisée et d'être capable de faire le lien avec les capteurs. On est capable de connaître la vitesse du bateau à l'instant T, delta T, etc., en bougeant les curseurs. Donc ce genre d'interface, ça facilite la vie. C'est des choses qu'on peut customiser facilement. Il n'y a pas besoin de notions scientifiques très élaborées pour arriver à se servir de l'outil. En sachant que sur ce genre d'outil-là, derrière, on a une boîte noire qui s'occupe de post-traiter, entre guillemets, de synchroniser, de relier la base de données et d'avoir la sortie de tout ça. Et ce genre de logiciel, il est customisable, enfin, il est plutôt organisé selon les besoins de chacun, selon le besoin de l'entraîneur, selon le besoin du designer ou selon le besoin du navigant qui ne va pas regarder la même chose. Et on va un petit peu plus loin en développant des moulinettes automatiques, puisqu'il y a possibilité d'enregistrer des séquences de calcul propres où on va par exemple demander à la machine par un langage d'extraire les virements de bord, les pertes au virement, ce genre de choses qu'on cherche à voir. Je regarde si j'ai un autre exemple. Ça c'est un autre exemple, typiquement la vidéo. Alors, deuxième étape qui peut être intéressante, c'est aussi d'overlayer sur la vidéo des données. Parce qu'en fait on s'aperçoit que c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques, c'est qu'en fait quand on rentre ce soir, on est fatigué, et souvent une relecture indirecte comme ça, avec les données qui sont overlayées sur la vidéo, ça permet de voir en direct sans avoir besoin d'outils très lourds de navigation. Voilà le genre d'interface qu'on peut imaginer pluguer derrière un système comme celui-ci. Le champ est vaste, mais bon, globalement, le cahier des charges, moi, si j'avais une critique à faire, il faut faire attention. Les navigants, ils vont demander une chose, c'est que ça ne vienne pas impacter leur navigation. Donc, il faut que le système il soit embarquable, pas trop gros, et qu'il ne vienne surtout pas modifier la perf des navigants, parce que ça, ils n'aimeront pas. La deuxième chose, c'est masse consommation. Ça, c'est vraiment dans l'équation, ça rentre toujours en jeu, quoi. Il faut que l'équipement il puisse tenir dans le temps et qu'il ne soit pas trop lourd. Et alors tout ça, c'est un peu une équation difficile à résoudre, hein, parce que là, il y a plein de contraintes qui ont l'air d'être bien menées là. Moi, quand je vois l'outil de gyrostabilisation, c'est un vrai design. On a des contraintes où on ne peut pas diminuer complètement la taille si on veut avoir une image en qualité optimum, quoi. Voilà.
Donc ça, c'est le genre d'extraction de données qu'on peut faire avec des outils. Ça, c'est une extraction de données que j'avais fait sur un speed test. Alors, il n'y a pas de vidéo, mais c'est le même outil qui permet d'extraire un résultat parlant d'un speed test entre un barreur et un pilote automatique. Voilà. Donc ça, les outils de relecture là, je pense que ce sera un élément important pour valoriser le système et que tous les clients du système puissent utiliser la donnée, quoi. Et puis débriefer. La difficulté, c'est le débriefing, hein. En général, quand on rentre le soir là, sur 2 bateaux de la coupe, on est 80 personnes, on a tourné toute la journée, on a des bateaux dans tous les sens, des bonhommes dans tous les sens, 80 avis, enfin c'est lourd. Donc là, une fois encore, il y a tout un schéma de débriefing à mettre en place. Et ça, je pense que c'est vraiment le rôle de chef d'orchestre, de l'entraîneur, qui a aussi la vision très souvent très pragmatique et puis la vision détachée, la vision globale, quoi, de ce qui s'est passé sur l'eau. De bien driver l'outil pendant les débriefings avec une séquence structurée pour pouvoir, parce qu'il faut pas, ces outils-là sont puissants, on se retrouve avec beaucoup de données, un système d'information vaste, mais il faut qu'on sorte les points qui nous intéressent. Et le tout en 30 minutes le soir, hein. Et ça, je pense que c'est pareil, j'imagine, dans les débriefs olympiques et autres. Il faut être percutant rapidement, et sans ces outils, sans ces développements, je pense que c'est pas possible. Là, là, ce sont des outils qui sont mis au point par je sais que les Anglais ont mis au point pas mal d'outils sur les Jeux Olympiques. Et on a été jusqu'à faire du transfert sur l'équipe avec laquelle je travaillais. Donc j'ai été chercher les outils de la Formule 1 parce que c'est des gens qui sont complètement rodés sur la télémétrie, capables d'extraire 200 variables à plus de 100 mesures par seconde et les traiter quasiment en un instant. Donc on a eu ce transfert de technologie qui s'est fait dans la course au large avec plus ou moins de réussite. Il faut savoir que derrière, à partir du moment où on commence à mettre des outils comme ça en place, il faut des gens pour traiter. Il y a besoin d'une cellule, hein, une cellule qui passe son temps là-dessus pour en sortir les données. Voilà. Donc il y a tout un ensemble, toutes ces briques-là à mettre en place, quoi. Voilà pour les interfaces. Bon, ici typiquement la vidéo, là on a un exemple de mesure double, vidéo plus mesure de pression sur les profils. Et là on voit que clairement on peut pas faire. Si on faisait de la mesure de pression seule, ce serait complètement illisible. Enfin, on dirait que ce serait lisible par les scientifiques. Et encore, là on a la vision vidéo. Et une fois encore, on voit que la combinaison des deux est vraiment percutante, hein. Donc ça se joue en temps réel et ça permet d'extraire des informations pertinentes. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la vidéo, je pense, c'est d'avoir un système qui soit... l'entraîneur, il va se retrouver avec plusieurs bateaux. Et pour faire du comparatif, il faut absolument avoir un système sur chaque bateau qui permet au moins de travailler en relatif sur chaque bateau. Parce que quand on mesure sur un bateau, la référence sur le deuxième bateau, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de bruit, on n'a pas les mêmes capteurs, pas les mêmes calibrations, c'est ingérable. Quand on fait du to-boat testing, c'est vrai que s'il y a des équipements comme celui-ci sur les bateaux, sur 2 bateaux, pour l'entraîneur, ça va lui faciliter la vie puisqu'il aura une comparaison bateau à bateau. Et dans l'outil-là, il y a possibilité dans les outils, dans l'outil-là, qui n'est pas un outil qui viendra se greffer en phase 2, j'imagine là-dessus, il va falloir un jour ou l'autre, la demande, ça va être d'overlayer, de mettre 2 bateaux, la trace de 2 bateaux, et de comparer. Il se passe ici, en fait, là, bateau 1, bateau 2, à la fois sur la vidéo, à la fois sur la trajectographie, à la fois sur les capteurs, pour matcher les performances de l'un et de l'autre. Ça, c'est une instrumentation que j'ai faite sur le classe C des Suisses dans le sud, là, et ils sont dans cette logique-là. Et la logique aussi fait que le niveau scientifique monte, hein, si on prend les Suisses, sur 4 navigants, il y a 3 ingénieurs. Et donc, il y a une boucle complexe, entraîneur, navigant, et la partie design team qui travaille autour de tous ces outils. Voilà. Peut-être pour faire le lien avec ce qui a été fait ce matin, il y a eu une présentation en fait des éléments d'étude de plan d'eau. Et je voyais ton drone là, qui donne la possibilité, par exemple, de capter ou de
ou de caractériser un plan d'eau notamment. Donc peut-être en dire un petit mot, puis on reviendra sur le kit main libre juste après. Je pense que Paul était en avance de phase là-dessus. Hein. Les drones, j'ai vu ce que vous aviez présenté tout à l'heure, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, le cerf-volant, le fait d'externaliser un objet pour aller prendre de l'information, ça c'est vrai que c'est un élément intéressant. Bon, moi j'ai fabriqué un drone là récemment, un drone de surface. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, le voilà. Dedans, je concentre toutes les technologies que j'ai pu mettre au point dans la course au large ou dans d'autres domaines. Et effectivement, ça devient une machine autonome capable de mesurer sur un plan d'eau. Voilà. Donc c'est plutôt pour moi un espèce de, je dirais, démonstrateur. Et puis où je concentre les technologies, où je fais mes tests aussi. Et là, on est dans l'automatisation. Et l'automatisation, en 2 mots aussi, on peut en parler. C'est qu'aujourd'hui, on rentre dans le domaine du vol avec les bateaux. On va enlever les voiles pour mettre des ailes. Donc, clairement, on va être obligé. La mesure devient importante, vitale. On se retrouve donc dans le domaine du vol à travailler non plus sur des paramètres qu'on va régler au jugé, mais non, sur des paramètres réglés comme en aviation, où on va régler l'aile sans la vision sur des paramètres préenregistrés. Donc on rentre dans une autre dimension, et cette dimension-là, on en est au tout début. Là, il faut que l'aile soit communicante, parce que par exemple, portant dans les petits airs, on est incapable de régler une aile. Hein, donc humainement, on ne sait pas faire, quoi. Il n'y a que le capteur qui va permettre d'optimiser le rendement du réglage. Voilà. Donc c'est un peu la nouvelle dimension qui se met en place aujourd'hui. La place de ces équipements-là va être complètement incontournable. Et au point qu'on va asservir les systèmes avec l'information. Bien. Voilà. Alors, ce matin, ont été présentés des outils opérationnels qui fonctionnent avec résultats, etc. Et on s'était dit, en préparant ces rencontres, qu'il n'était pas inintéressant de finir en rêvant un peu, quoi. C'est-à-dire en présentant des outils qui sont en développement, donc qui ne marchent pas encore, mais on sait bien que le 7 avril, ça sera en étape 1. On voit avec Pierre, peut-être on prolonge un peu le rêve, et on se dit que bon, on est peut-être dans les étapes 2 ou les étapes 3. Donc en cet état de la réflexion, peut-être quelques questions de la salle aux différents intervenants. Jacques? Oui, enfin moi je trouve encore passionnant là ce que vous présentez. Alors sur le kit main libre, là, d'abord j'avais une question un peu technique de compréhension. À des moments j'ai compris que c'était dans le bateau de l'entraîneur, à d'autres moments j'ai compris que ça pouvait être sur le bateau des coureurs. Alors ça sera où cette vidéo, elle sera où? Non, Pierre, je ne sais pas pourquoi il veut le mettre oui, sur un 4-7, ça ne le fait pas. J'ai bien senti que vous voulez le mettre sur des bateaux exactement. De coureurs. Maintenant, peut-être qu'on arrivera à des bateaux plus grands au jeu, mais c'est pour l'instant sur le semi-rigide de l'entraîneur. Après, ce dont nous, on ne s'exclut pas, c'est le fait, à un moment donné, de pouvoir récupérer une source vidéo audio-vidéo venant du bateau entraîné, quoi. Mais ma principale question, c'est pas ça. J'avais à peu près saisi, parce que j'avais vu des photos avec une sorte de prototype, non Mais est-ce que vous avez prévu, du coup, une étude de l'appropriation? Parce que là, il y a un développement à partir d'un cahier des charges, et il y a donc un premier, plusieurs prototypes qui s'améliorent, de fil en aiguille. Mais est-ce que, concernant la transformation du travail de l'entraîneur, parce que forcément, il y aura une tablette à manipuler, il y aura des actions à faire pour sélectionner les images, il y aura, Jean-Jacques en a un peu parlé, à organiser aussi l'entraînement d'une certaine manière pour, à des moments, interrompre et faire ces petits feedbacks vidéo immédiats, etc. Donc, est-ce que... je dis ça parce que ça m'intéresserait énormément.
Non, mais je pense que l'analyse de l'activité d'appropriation et de transformation, enfin de développement de l'activité de l'entraîneur dans ce dispositif-là, est-ce que vous avez prévu ça? Ce serait passionnant. Moi, j'ai été intéressé pour rédiger le tome 2 de ton premier ouvrage. Plus sérieusement, non. Je sais que ça va transformer nécessairement le poste de travail. C'est sûr que, en tout cas, en ce qui me concerne, je travaille aujourd'hui avec un logiciel qui s'appelle Dartfish, de traitement d'images, avec du séquençage, avec du rangement, etc., qui permet d'enrichir la vidéo. Par exemple, dans le cadre de la préparation des Jeux de Londres en star, ça nous arrivait fréquemment. Ensuite, on fait une vidéo, il y a un problème technique ou réglementaire par rapport à une situation ISAF qui remonte, on n'a pas vraiment la réponse. De toute façon, vu que c'est traité sur Dartfish, c'est mis sur la web TV de l'école, qui est aussi supportée par Dartfish. Et Thierry Poiret, il a la vidéo. Et une journée après, même moins de 24 heures après, j'ai le déroulé de la séquence avec les différentes règles qui viennent se mettre et savoir est-ce qu'on a enfreint, pas enfreint, etc. Donc, non, pour répondre, non. Et par contre, je suis convaincu qu'il faut réfléchir pour amener sûrement une réflexion autour de l'utilisation de cet outil. Alors juste encore une petite question technique, c'est pour juste comprendre, la tablette elle pilote la caméra ou la caméra elle est asservie par la cible qu'elle suit? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a J'ai passé la parole à Thierry et si c'est pas assez complet, je reviendrai. Peut-être élargir l'explication de l'outil, parce que comme on n'a pas vu d'image, parce que j'ai du mal à m'imaginer comment ça va être dans le Zodiac. Ça. Donc, Puis tu nous parleras des spermatozoïdes après. Oui, d'accord, merci chef. Ça sera la coque extérieure, c'est l'ossature de la coque extérieure, elle sera revêtue. Devant, il y aura une bulle. Un fond, donc le système sera étanche. Ça sera posé sur son support et l'ensemble sera maintenu par un mât par en dessous, à peu près à 2 mètres de haut. Ensuite vient se greffer là-dessus le système gyroscopique. Donc, le système gyroscopique, il y a la caméra qui vient se positionner au milieu ici. Donc, par son propre poids, la caméra elle va garder son horizon. Ensuite, on va la servir avec une petite centrale inertielle. Donc, la centrale inertielle elle permet de voir, de détecter les mouvements du bateau et de les contrecarrer. Donc, on va faire ce qu'on appelle un asservissement. Alors, je ne connais pas les axes, si c'est le lacet ou le tangage. Enfin bref. Donc là, c'est un asservissement qui va être actif, c'est-à-dire que c'est un moteur qui va être derrière. Qui va régler comment on appelle ça, le tangage de la caméra. Et ensuite, au niveau si je ne me plante pas, ce coup-ci, c'est le lacet. Pour faire, ça c'est une extrapolation, c'est numéro 3. La numéro 3, on envisage faire du suivi de voile. Donc le système dans son support, le support étant solidaire du Zodiac, le système va bouger, va tourner et suivre la voile. Donc en gros, on va avoir un système asservi comme ça au niveau de la caméra, et donc c'est le bateau la caméra va être théoriquement fixe. C'est le bateau qui va faire ce mouvement-là, et ensuite on pourra faire du suivi de voile de cette manière. Après, vas-y. C'est ça où tu pourras tourner la caméra. Donc ça faisait partie aussi du cahier des charges. Qu'au départ, on était parti sur on bougera le mât, avec un genre de
final, on s'est dit, bah non, ça serait peut-être bien d'avoir un système qui pilote directement les moteurs, d'où la présence de ce stick-là qui sera placé sur la console du bateau. Alors pour revenir à la question initiale de savoir si c'était la tablette, pardon, maintenant je peux prendre. Nous, le système est asservi de manière autonome. Il y a des petites cartes électroniques là-dedans qui vont asservir l'ensemble de manière autonome. Et la tablette, elle va simplement, on va dire, réceptionner le flux. Et sur la tablette, il y aura Dartfish. Donc là, l'entraîneur va agir directement sur la tablette et va, via les boutons, je connais mal Dartfish, mais c'est lui qui va, en appuyant sur la tablette, faire son propre séquencement. Et puis, donc, il va avoir la tablette à peu près devant lui et le joystick à ce niveau-là. Et ça lui permet au moins, avec une seule main, de piloter à peu près tout l'ensemble et de l'autre main, de garder la direction sur le volant. Déjà, si je reviens sur aujourd'hui ce qui se passe, c'est que moi, ça m'arrive fréquemment de conduire, filmer et de me retrouver parmi d'autres bateaux. Donc, je ne pense pas qu'on rajoute énormément de complexité. On transforme plus que rajouter. L'idée du capteur sur l'autre bateau fait partie d'un des développements, mais déjà, et c'est la discussion ce matin avec Thierry, c'est déjà faisons-le fonctionner pendant 6 mois, éprouvons-le, voyons si vraiment ça amène un plus, si c'est fiable, si tous les matins tu es obligé de passer 2 heures pour le faire fonctionner, etc. Donc on a quand même, aujourd'hui, c'est un projet, on fait de l'assemblage, on essaye que cet assemblage-là soit intelligent. Première étape, c'est ça. Après, c'est sûr que les choses ont malgré tout évolué. Et entre autres, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est par exemple pouvoir filmer. On filme 90 degrés, 45 degrés sur chaque angle. On ne peut pas filmer ce qui va se passer sur complètement ton côté. Ce qui pose problème, par exemple, sur les lignes d'arrivée, si tu as envie de voir un passage, ce qui pose problème éventuellement au départ, si tu veux te mettre toi dans l'axe et filmer. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités il y a à gagner en ergonomie. Mais déjà, le premier truc, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que ça va fonctionner? C'est vrai que j'aurais aimé qu'on arrivait avec un petit film, voilà, on a cherché à le faire, il y a eu 2-3 petits problèmes mais bon, on est près des premières images. Bien. Ouais, moi j'avais une question. Alors donc là, pour ceux qui sont dans la salle, en fait, j'étais le coureur de Jean-Jacques sur la dernière Olympiade, et donc cet outil, oui, c'est très important pour, je dirais, en tout cas pour la discipline voile. Après, je dirais, à quand les prochains outils qui vont aider à l'interprétation des résultats sur les mesures, que ce soit mesures matérielles, que ce soit les photos. Parce que le plus dur derrière, c'est les résultats qu'on a sur des photos, sur des mesures de matériel. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et le plus dur, il est là, c'est d'interpréter toutes ces choses pour après définir des axes de travail, des objectifs de développement. Et on va dire, on développe beaucoup d'outils de mesure de matériel, d'analyse, alors je dirais pas d'analyse, mais d'observation de la performance. Et après, c'est l'étape d'analyse et d'interprétation et des conclusions qui pourraient être faites, qui est vraiment une aussi des phases les plus importantes après l'observation. Et je dirais, bah voilà, c'est un peu aussi à la fois une question et une ouverture sur à quand les prochains outils pour aider à l'analyse de ces résultats. Voilà. Merci Pape pour la question, j'allais me la poser. Non, c'est sûr que c'est une super question, et c'est pour ça que moi je pense qu'un outil comme ça doit ou devrait nous faire gagner du temps. En tout cas, je l'espère.
Et c'est dans ce gain de temps-là, parce que c'est essentiel que l'image en elle-même, là, elle a de l'intérêt certes, mais c'est l'analyse qu'on va faire de l'image qui a de l'intérêt. Et si je me permets, ouais, alors après, ça me ramène à d'autres choses. En novembre dernier, il y a eu un PNF analyse vidéo. Il y avait la Fédé de judo qui était là, donc elle est éloignée de notre discipline. Eux travaillent énormément avec Dartiche, etc. Mais ils sont arrivés à un système où ils mettent l'ensemble des images qu'ils produisent en commun, parce qu'ils partent de l'idée que l'image seule n'a pas d'intérêt et que l'intérêt, c'est l'analyse qu'on va faire de l'image. Et donc, le fait de partager l'image et de fait que quand ils ont une compétition, c'est le pays organisateur qui répond au cahier des charges défini par la Fédé européenne de judo avec un protocole de prise de vue, un séquençage établi et tout. Et ça, c'était fermé jusqu'en début d'année. Et aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur le site de la Fédé européenne, aller sur Dartfish et voir tous les matchs de judo. En novembre dernier, il y avait 26 000 matchs de répertoriés sur leur web TV. Par contre, c'est sûr que tu n'accèdes pas à l'analyse proposée par la Fédération de judo. Par contre, ils sont sortis du fait d'amener des gens à faire de l'image, etc. Donc, en voile, on y est loin. Je ne cherche pas du tout à faire ça. Par contre, c'est sûr que si ça me fait gagner du temps dans l'analyse, eh ben, là, je réponds complètement à ta question que je me serais posée. Oui, donc juste pour compléter, il est sûr que c'est une première réponse à l'analyse qui peut être faite en temps réel. Voilà. Et je passe le micro à mon voisin. Donc, le voisin de Pape. Et dernière question à Paul. Alors, le voisin de Pape, je suis entraîneur comme toi. Je ne suis pas dans un bateau. Je suis au bord d'une rivière. Et je vais poser 2 questions et peut-être un petit retour sur expérience. La première question, c'est effectivement à quoi servent ces technologies ? Et donc ça, c'est la question facile. Et la deuxième question, c'est à quoi sert un entraîneur et à quoi il doit servir. C'est qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Jean-Jacques, il sert à filmer, à chronométrer, ou est-ce qu'il n'a pas plutôt un autre métier, un autre rôle ? Ça, c'est pour répondre à quel est l'intérêt d'utiliser des technologies qui coûtent cher, etc. et redonner du sens un petit peu à nos pratiques. Oui, en même temps, alors dans mon sport, avant cet outil-là, de toute façon, j'avais un appareil photo, j'avais un caméscope, j'avais une girouette, j'avais un anémomètre, j'avais un compas. Sauf qu'à chaque fois que je prends l'appareil photo ou que je prends la caméra ou que je prends la girouette, ben, c'est du temps que tu ne passes pas à observer. Donc moi, ça, c'est des outils qui, pour moi, vont m'amener de la qualité de la qualité à mon rôle d'entraîneur. Et voilà. Maintenant, voilà. Je vais passer la parole à Thierry. Moi, je dirais que dans le métier de l'enseignement, ce genre de technologie-là, ce qu'on en attend, avant tout, c'est, je vais rejoindre ce que dit Jean-Jacques, hein, c'est tout simplement retrouver notre vrai boulot, et éviter le temps perdu à droite et à gauche. Moi, ce que j'attends de la technologie, c'est ça, c'est que ça me facilite la vie et que ça ne m'en prenne pas plus qu'avant que cette technologie-là n'existe. Peu importe les technologies, hein, je vais penser téléphone, je vais penser les mails, etc. Il suffit de regarder le temps qu'on passe à répondre à des mails plus ou moins idiots, ou ne serait-ce qu'à dépiler ces mails par jour avant qu'on ait les mails chez nous. Voilà, on a un temps au niveau professionnel qui, enfin moi je vois assez conséquent à dépiler les mails, à y répondre, à les mettre à la poubelle, à les trier, etc. quoi. Donc, ouais, moi je voulais juste apporter une réponse à Pierre-Alexis par rapport à ces outils-là. Ils existent, on y a accès, mais il y a une telle vitesse d'évolution de ces outils qu'il y a un gros décalage entre ce que connaît l'entraîneur ou ce qu'il sait du possible de faire, et que cet écart il se creuse, donc ça ramène sur des soucis de formation ou d'appropriation des outils comme parlait Jacques.
c'est pas tellement sur les outils eux-mêmes, etc. Parce que bon, ils existent. Hein, Pierre en a présenté. Hein, donc les Anglais utilisaient ça. On a une partie de ça. Mais derrière, les entraîneurs sont pas forcément au courant, n'ont pas forcément intégré ça dans leur planning, etc. Et moi, j'ai l'impression que ce décalage se creuse. Je voudrais rajouter un dernier petit mot aussi là-dessus, c'est que bon, j'ai une vision un petit peu plus embarquée. C'est qu'effectivement, il faut se poser la question de savoir, quand on met un outil électronique, un capteur ou autre sur un bateau, si on rajoute du horsepower ou pas sur le bateau. En gros, rajouter un capteur, oui, mais est-ce que ça va avoir un gain sur la performance? Ça, c'est vraiment toujours la question à se poser, en tout cas sur les gros bateaux. Ça ne sert à rien de rajouter un capteur si derrière ça ne rajoute pas du horsepower pour l'équipe. Horsepower, c'est un peu un grand mot quoi, qui fait que est-ce qu'on a un gain en performance, voilà. Et ça, c'est un point qu'il faut toujours, une question qu'il faut toujours se poser. Ouais. Donc ce sera la conclusion de ce premier atelier.